fait HEC, je m'en excuse, pour dire que bon, voilà, elle se sentait responsable des malheurs du monde. Vous-même, vous avez fait une grande école que vous auriez pas dû faire parce qu'en fait, quand vous êtes arrivé au concours de compta, c'est ça, hein, vous êtes arrivé à un concours de compta qui est atrocement compliqué pour lequel il faut forcément une calculette ultra puissante, sans quoi c'est littéralement impossible. Vous ouvrez votre sac, l'épreuve commence et vous l'avez oublié. Oui. Et est-ce que vous êtes parti? Alors là, j'avais effectivement deux possibilités. Soit me dire, bah, c'est absolument impossible de faire cette épreuve où la calculatrice était autorisée. Ce n'était pas de la compta, c'était du contrôle de gestion. Donc énormément de calculs, des équations dans tous les sens. Et je me suis dit, donc soit je pars immédiatement, parce que je ne vais pas perdre mon temps, soit je recule devant aucun calcul à la main. Bon, j'ai choisi la deuxième solution, l'alternative donc de rester. J'ai demandé des tas de feuilles de calcul dans tous les sens. Les gens m'ont pris pour un fou à côté parce que je grattais. Il y avait des racines carrées, des racines cubiques, c'était horrible. Et je me souviens qu'à la fin, il y avait toute une démonstration qu'il fallait faire d'un côté puis de l'autre et puis montrer que tout ça, ça faisait quelque chose d'égal. Et il y avait je ne sais plus combien de chiffres après la virgule. Et donc, mettons que c'était 2,1625 et moi j'arrivais d'un côté à 2,1625 et de l'autre côté à 2,1627. Donc j'avais un mini écart et donc j'ai écrit, bon écoutez, je considère que la démonstration est faite, même si on n'y est pas tout à fait, mais tous les calculs ont été faits à la main, point. Et là, le correcteur a compris, puisqu'il vous a mis 19. Voilà, visiblement ça a fonctionné. Preuve qu'il y a encore certains esprits éclairés en France. Voilà, tout ça pour dire qu'il ne faut pas, et le titre de cette conférence est intéressant pour ça, il ne faut pas avoir peur en fait, il faut y aller, il faut prendre des risques. Moi, à cette époque, il y avait une citation de l'ancien PDG de Sony qui m'avait particulièrement marqué, que j'ai gardé pendant un certain temps, qui était de dire pour réussir, il faut oser faire ce que les autres n'osent pas faire. Oser faire ce que les autres n'osent pas faire, c'est très simple, ça peut être cet exemple-là. Alors, en même temps, quand on vous voit, 37, 38 ans, je ne sais plus, mais enfin... 40, malheureusement. 40. Vous avez un super RP parce qu'il continue à donner des communiqués qui abaissent l'âge et ça c'est brillant. 40 ans mais déjà PDG de Monoprix depuis 5 ans, c'est pas donné à tout le monde donc on se dit en fait ce type-là n'a jamais échoué. Alors je dois dire que l'intervention précédente m'a fait penser à un échec auquel nous n'avions pas pensé en préparant cette conférence. J'ai quand même raté normal. Voilà, donc il peut y avoir des échecs. Il y en a au premier rang qui ont raté normal aussi. Bon, avec un prof en maths qui m'a dit, non, écoutez, bravo. Avec un prof en maths qui m'a dit, écoutez, vous êtes nuls, sortez de la salle à l'oral. Est-ce que vous êtes retourné le voir comme quoi pour discuter on peut quand même rebondir. Alors oui, non, effectivement, on peut avoir ce regard-là. Encore une fois, au-delà de l'échec, ce qui est important, c'est la prise de risque. Et je pense que mon parcours le démontre. Il y a eu énormément de prise de risque, de situations. J'ai déjà changé 4 fois d'employeur, de situations où mon entourage me disait « Ouh là là, ne va pas par là, l'actionnariat va changer, la boîte est dans une situation délicate, elle appartient à des fonds d'investissement, tu vas être essoré, c'est impossible de travailler avec un tel ou un tel, etc. » Où est-ce qu'on marque? Hier, il y a une jeune femme formidable qui s'appelle Anne-Laure Costanza qui a monté une super start-up qui s'appelle Envie de fraise et qui s'était déjà plantée dans une ou deux boîtes précédentes mais qui était sûre d'avoir trouvé un business model qui existait nulle part, c'était de créer une marque sur Internet de vêtements pour femmes enceintes. Et elle a dit la frontière est extrêmement ténue, pour ne pas dire invisible, entre l'obstination parce qu'on a la persuasion qu'on est dans le vrai et la stupidité à ne pas écouter ce qui vous entoure. Alors vous l'avez dit, vous avez déjà changé 4 fois de job, mais en plus vous avez aussi changé de secteur. Vous étiez dans le conseil, puis vous vous retrouvez dans la distrib et on vous explique que le poste est trop gros pour vous. Pourquoi est-ce qu'il y a une petite voix à l'intérieur qui vous dit il faut y aller quand même parce que tu peux, qui prend le dessus sur celle qui vous dit non mais là Stéphane c'est une connerie? Je crois qu'il faut écouter son énergie intérieure. Il y a un moment donné, vous savez qu'il faut le faire. C'est difficile à expliquer, mais ça a été le cas donc, dans mes différentes prises de poste. Vous savez qu'il faut le faire. Vous savez que c'est une montagne que vous allez devoir franchir, mais vous avez cette énergie-là. Et si vous l'écoutez, vous savez que vous allez la franchir, la montagne. Ce qui est important, c'est ça. C'est-à-dire que non seulement vous savez que c'est difficile, il peut y avoir des moments où vous dites « oh là là, je ne vais pas y arriver », mais ce qui est sûr, c'est que vous avez, si vous vous écoutez et si vous savez que c'est pour vous,
cette certitude aussi de réussir ou en tout cas de pouvoir rebondir si ça ne fonctionne pas. Mais c'est quasi de l'ordre du mystique, là, ça n'a pas l'air très rationnel quand vous en parlez. Totalement mystique. Non, mais c'est compliqué à expliquer parce que c'est vraiment une espèce d'énergie ou peut-être de rage intérieure qui fait qu'à un moment donné, vous y allez. Et une fois que, alors surtout, et c'était l'exemple de la calculatrice qui était bon finalement, on ne se pose plus de questions une fois qu'on a décidé d'y aller. Alors des questions en tant que PDG de l'enseigne Monoprix, vous devez quand même vous en poser un certain nombre, j'imagine. Vous avez envie de, à minima, de sanctuariser toutes les enseignes que vous avez, puis d'en conquérir plein d'autres. Comment est-ce qu'on fait face à la peur de l'échec? Parce qu'il faut quand même sans cesse innover. Le milieu de la distribution alimentaire n'a pas grand-chose à voir aujourd'hui avec ce qu'il était il y a 15 ans. Notamment, le numérique a pris une part très importante. Est-ce que vous avez eu peur de vous lancer dans le numérique en vous disant ça va déposséder mes magasins ou ce genre de questions? Alors moi, je n'ai pas eu peur, mais c'est vrai que les équipes ont beaucoup peur par rapport à ça. Les managers de magasins, évidemment, qui sont sur leur périmètre, on leur dit il faut faire la promotion de monoprix.fr. Ah, mais mon chiffre d'affaires, mon chiffre d'affaires. Et en fait, c'est beaucoup d'explications, beaucoup d'écoute, beaucoup de bienveillance, susciter aussi l'initiative dans l'entreprise et au fur et à mesure faire comprendre que finalement c'est un écosystème complet qui se crée et Monoprix, monoprix.fr, tout ça, ça s'enrichit et ça ne vient pas appauvrir l'un par rapport à l'autre. Oui, non, vous aviez l'air lancé, mais hier, la même Anne-Laure Costanza disait chez nous, les valeurs ne sont pas affichées au mur, mais elles vivent très bien dans l'entreprise. Et chez Monop, c'est un peu la même chose, déjà parce qu'au mur, il y a des produits, donc c'est compliqué de les afficher. Voilà. Et vous avez un triptyque de valeurs assez belle, oui. Évidemment, il va m'en manquer une, cohésion, constance, humilité. Bah, ça fait 3. Ça fait 3, bien, donc bravo. je les ai. Non, mais j'avais peur d'avoir un Alzheimer précoce. Comment est-ce que ces valeurs vivent au quotidien et comment est-ce qu'elles cohabitent avec la possibilité d'un échec et comment est-ce que vous surmontez tout ça? Bah justement, je pense qu'elles le nourrissent. Elles nourrissent la prise d'initiative et la prise de risque. L'humilité, bah, c'est être à l'écoute de nos clients et savoir reconnaître quand on n'est pas dans le ton du moment, l'évolution de la consommation. J'ai un exemple, on a voulu il y a 3-4 ans, donc il y a 3-4 ans, vous voyez, c'est l'émergence des tablettes iPad ou Samsung. Et nous, on a voulu créer notre Minitel à nous, quelque part. Donc la tablette accroché dans les magasins sur lesquels vous pouvez faire vos courses. C'était une forme de Minitel. On est arrivé trop tard par rapport à l'émergence des tablettes, puisque maintenant vous pouvez faire vos courses en toute mobilité, sans être accroché et ficelé à un magasin. Et donc ça servait complètement à rien. En fait, vous êtes retrouvé sur un entre-deux technologique, exactement. Un peu comme France Télécom avec le Bebop. Pour les plus jeunes, vous avez oublié, mais c'était avant le téléphone portable. Ça vous permettait d'avoir un téléphone et de pouvoir appeler dans un périmètre de 300 mètres à condition d'être à côté d'une borne que vous pouviez recharger. Je trouvais déjà dur avec nous-mêmes, avec le Minitel, mais le Bebop, c'est pas mal aussi. J'aime beaucoup rappeler le Bebop parce que voilà. Et France Télécom s'est remis du Bebop. Oui, mais nous aussi, on s'est remis de notre projet. Comment est-ce que c'était l'humilité. Comment est-ce qu'on discute avec ces équipes quand il y a eu ça pour leur dire c'est pas grave, ça veut pas dire pour autant qu'il faut oublier les nouvelles techno? Ça, je pense que c'est l'aspect de cohésion. C'est à partir du moment où on a cultivé l'esprit d'écoute au sein de l'entreprise, l'esprit d'équipe, la volonté de travailler ensemble, de mettre en place de nouvelles idées, de les tester. On est beaucoup dans le test and learn. Ça fonctionne, on développe. Ça ne fonctionne pas, on arrête. C'est de la bienveillance. Et à partir de là, on peut évidemment susciter et développer cette énergie collective d'entreprise. Ça veut dire aussi que pour le dirigeant, c'est pas facile à entendre peut-être, mais il faut savoir de temps en temps, entre guillemets, être un peu dépassé par les événements. Ah, ça fait un peu bizarre de dire ça, mais c'est une réalité. Il faut que cette initiative soit prise sans que forcément on ait tout vu, tout validé, tout compris, tout vérifié, tout analysé et la rentabilité, etc., etc. Et à partir de là, se crée effectivement cette volonté d'aller un peu plus loin et puis finalement de faire découvrir un peu on live, dans la vie réelle, l'idée qui a pu être mise en place par tel ou tel magasin. Je vois Aude de Thuin qui abonde, donc j'espère qu'elle rebondira là-dessus. Ça veut dire que vous, évidemment, il n'y a pas autant de stratégies qu'il y a de magasins Monop, mais si les gens veulent... Si les équipiers en interne veulent définir une stratégie un petit peu différente, ils n'en réfèrent pas nécessairement. Il n'y a pas cette hiérarchie qui remonte jusqu'à Stéphane Macaire pour savoir si on peut un petit peu se bouger. Voilà, alors évidemment, décider de fermer les magasins à 18h, ça par contre, c'est zone rouge, on n'a pas le droit. Changer d'enseigne non plus. Oui.
Alors il y a un troisième élément qui est important, c'est aussi la constance. Quand on prend un risque, et je l'ai un peu dit en introduction, il faut aller jusqu'au bout des choses derrière. On ne peut pas simplement, à la première difficulté, s'arrêter. Et je vais prendre un dernier exemple. Monoprix a lancé les produits bio il y a pratiquement 25 ans maintenant. C'est vrai qu'il y a 25 ans, le bio, c'était réservé à quelques officines. On a souhaité le développer, on était sûr de notre coût, ça faisait partie de l'évolution de la consommation qu'on ressentait, certainement aussi aidé par ce qu'on avait pu voir aux États-Unis ou ailleurs. Et donc on l'a mis en place. Et au fur et à mesure, ça s'est développé. Mais il a fallu du temps. On est 25 ans plus tard. Et alors, peut-être pour terminer, on sait que la grande distribution va être appelée à de grands changements. En partenariat avec Oui Demain, il y a 2 jours, on avait fait une thématique sur la nouvelle agriculture. On voit qu'aujourd'hui, il y a un retour au circuit court, à la traçabilité. Il y a des nouvelles exigences qui viennent de la part des concitoyens qui vont vous amener vous-même à bousculer fortement votre business model. Comment est-ce que vous appréhendez le fait que dans les 5 années à venir, vous allez peut-être devoir revoir 2 ou 3 fois votre stratégie tout en gardant cette constance? C'est une constance évidemment, mais qui évolue avec le temps. Il faut revenir à l'humilité, à l'écoute du marché et à partir de là, amender. Ce qu'il faut éviter, c'est surtout le coup de barre à droite ou le coup de barre à gauche. Dire, bon, finalement, j'ai fait ça, j'arrête. Quand il y a un nouveau dirigeant qui arrive dans l'entreprise et qu'il considère qu'il faut complètement changer d'orientation de façon excessive ou rapide et certainement sans explication, on se retrouve avec des boîtes complètement déboussolées. Ce qui est important, c'est vraiment au fur et à mesure de faire bouger comme ça, si vous voulez, cette stratégie pour s'adapter, bien sûr, mais garder aussi les fondamentaux. Comment est-ce qu'on peut faire un demi-tour donc à 180 degrés? On fait perdre beaucoup de temps aux boîtes comme ça. Et dernière question, puisque effectivement Monique Canto rappelait que l'assistance est plus jeune, ceux qui auraient envie peut-être de contourner la case grande école, mais qui ont envie de se lancer tout de suite et d'entreprendre, et qui évidemment les voies parentales ou les voies de conseil vont dire surtout pas parce qu'il y a un risque d'échec. Quel conseil le jeune cadra, alors puisque j'apprends que vous êtes jeune cadra, aurait envie de donner à ses cadets? Il y a plein de possibilités effectivement de réussir en France. On peut entreprendre. Il y a quand même le statut d'auto-entrepreneur aujourd'hui. C'est vrai que cette écoute et cette bienveillance, il faut qu'elle existe dans les 2 sens. Moi, je suis aussi parent de 3 enfants, en partie ados maintenant. Et donc, c'est sûr qu'on peut être un peu aussi dépassé par les événements, s'adapter à la situation et au mode de formation d'aujourd'hui qui ont évolué, comme ça a été expliqué. Ça ne correspond pas tout à fait à ce qu'on a pu vivre. Donc, c'est beaucoup d'écoute et d'échange. Et puis, encore une fois, à partir du moment où on est sûr de son coup, qu'on a envie de créer une entreprise, par exemple, il faut y aller et puis ne pas avoir peur de l'échec. Par contre, une fois qu'on s'est décidé, on va jusqu'au bout. Et vous allez jusqu'au bout. Merci beaucoup. Je voudrais juste conclure par un tout petit mot qui est une citation absolument formidable et je pense que ça permettra certainement à Aude de rebondir. C'est une citation de Mark Twain et j'anime mes équipes aussi là-dessus. Elle est absolument exceptionnelle et je terminerai là-dessus sec sur cette citation. Ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait. Et c'est exactement ça. C'est dans lequel Berry Fine. Merci beaucoup.